On va s'intéresser maintenant au processus recueillir les exigences. Donc, on a planifié la gestion du périmètre et du contenu. Donc, on a un plan, une gestion du périmètre, où on a détaillé comment on va préciser le périmètre, comment on va le contrôler, comment on va faire l'acceptance. Tout dépend du projet. Un grand projet, c'est un plan qui prend plusieurs pages. Un petit projet, ça peut être même un plan informel, dans le sens où vous avez discuté avec votre équipe et vous avez décidé que voilà, le recueil des exigences, ça va être via des réunions ou via des sondages, où vous avez décidé que voilà, l'acceptance, on va montrer le produit final au client et s'il dit OK, ben c'est OK. Ça, c'est un plan, il est informel, mais il ne peut concerner qu'un petit projet. Dans les grands projets, bien sûr, ça doit être détaillé, ça doit, dans les grands projets, bien sûr, le plan doit être beaucoup plus détaillé. Donc, une fois qu'on a le plan, on va récolter les exigences. On a déjà un plan. On sait comment on va les récolter. Donc, en sortie de ce processus, on devrait avoir les exigences, la documentation des exigences. Ce sont les exigences recueillies de chez les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les classer. Ça va être le classement, ce n'est pas un classement obligatoire. Vous pouvez les classer selon ce classement. Par exemple, des exigences business, des exigences qui viennent des parties prenantes, des exigences liées à la solution, à sa fiabilité, à sa sécurité par exemple, des exigences qui sont liées à la période de transition, des exigences projet, c'est-à-dire qu'il y a des actions et des conditions à satisfaire pour un projet. Par exemple, les parties prenantes ou le contrat, par exemple, peut exiger que le chef de projet reste sur chantier pendant toute la durée du projet. Ça, c'est des exigences projet. Il peut y avoir aussi des exigences liées à la qualité par rapport à des normes ou des standards, ou même par rapport au plan qualité de l'entreprise. Et bien sûr, donc là, on va sortir avec documentation des exigences, mais aussi la matrice de traçabilité des exigences. Il faut savoir aussi, dans un grand projet, on va obtenir des centaines de pages de documentation. C'est généralement de toute façon corrélé au nombre de parties prenantes. Et on peut inclure plusieurs types d'informations. Ce n'est pas limité par quoi que ce soit. Et il faudra surtout aussi clarifier les exigences en demandant comment est-ce qu'on saura si l'exigence demandée a été satisfaite. Le fait de faire cela, ça va exiger un effort de la part de la personne qui donne cette exigence pour mieux définir son exigence et réfléchir et voir si elle est correcte et cohérente. Alors, cela peut nécessiter certainement plusieurs itérations pour arriver à avoir des exigences claires, complètes et mesurables. Voilà un exemple tiré du PMBOK de matrice de traçabilité des exigences. Ce n'est pas le seul modèle. Donc, chaque entreprise peut choisir un modèle ou même élaborer elle-même un modèle par rapport à son contexte. Donc, par exemple ici, il y a le nom du projet. On va classer les références. On va mettre la liste de toutes les exigences. On va mettre la liste de toutes les exigences. On va lier ces exigences, par exemple, à un objectif du projet pour voir est-ce que cette exigence colle ou est-ce qu'elle a une relation avec un objectif du projet. Si elle n'a pas de relation avec l'objectif du projet, c'est clair qu'elle n'est pas obligatoire. On liste aussi ici quel est le livrable qui est concerné.
de manière à ce que s'il y a un changement d'exigence tout de suite, on peut voir quel est le livrable qui est affecté. Et on peut rajouter aussi d'autres colonnes ici pour enrichir le document. Sur des grands projets, on trace même la source des exigences, qui est chargée de suivre leur satisfaction. Mais si c'est trop compliqué, on peut même séparer ça et mettre ça en deux fichiers. Pour l'examen, il faut retenir que la matrice fait le lien entre les objectifs et les exigences, et que les autres attributs sont notés. Par exemple, on met un ID, une source ou le statut de cette exigence. Est-ce qu'elle a été traitée? Est-ce qu'elle est en attente? Est-ce qu'il y a une demande de changement dessus? Donc on peut mettre un statut par rapport à cette exigence. Alors, bien évidemment, une exigence, c'est ce qui doit être inclus dans le produit ou dans le projet pour satisfaire un besoin. Alors, l'objectif ou les objectifs de ce processus, c'est de documenter et gérer les besoins en exigence des parties prenantes, de rajouter des critères d'acceptation. Ça veut dire qu'avec chaque exigence, il faut qu'on note à côté quel est le critère d'acceptation. Cela va nous permettre de mettre en place des exigences qui sont bien comprises, claires, bien formulées et réalisables. L'exigence concerne le projet et le produit. Et puis, les exigences aussi traitent du produit, mais pas que. Ça peut être un service ou le résultat du projet. Alors, l'exigence aussi, ça peut être des conditions ou des capacités auxquelles le produit doit répondre, doit satisfaire. Ça peut être aussi des attentes et des besoins documentés. Et ces exigences sont la base même du WBS, du Work Breakdown Structure, la structure de découpage du projet. Donc, on commence par l'analyse des informations. Une fois qu'on a les informations, des exigences, on va ensuite les classer. On peut utiliser ce classement, par exemple, des exigences commerciales, des exigences liées aux parties prenantes, à la solution, aux fonctionnalités. Ça peut être même des exigences non fonctionnelles, par exemple une certaine qualité, une certaine fiabilité, et des exigences, par exemple, qui sont liées à la transition d'un ancien produit ou d'un ancien état vers un nouvel état. Par exemple, comme exigence, on peut dire qu'il faut reprendre certaines documentations existantes ou certains procédés, ou par exemple, lors de la transition, il faut s'assurer que les deux systèmes fonctionnent en même temps. Par exemple, ce sont des exigences liées à la transition. Donc, le processus recueillir les exigences va nous donner en sortie la documentation des exigences, toute la doc concernant les exigences, et une matrice de traçabilité des exigences qui va lier l'exigence à l'objectif, voire même en indiquant quelle est la source pour le moment venu. On peut même aller discuter avec la source pour voir s'il y a moyen de modifier l'exigence, par exemple, si elle n'est pas réalisable, ou pour procéder avec la source à l'acceptation, par exemple. Donc, pour avoir ces documents, d'ailleurs, ces documents, ça va être inclus avec l'ensemble des documents du projet. Pour les obtenir, bien évidemment, il est logique qu'on a toujours besoin de la charte, parce qu'elle inclut déjà les livrables de haut niveau. Et les livrables nous permettent d'extraire des exigences. On va avoir besoin peut-être de certains plans, si on les a déjà réalisés. Il faut savoir que le processus de planification
ne se fait pas d'un jet, ne se fait pas d'un coup. Donc il y a des allers-retours entre les différents plans. Donc on rajoute par exemple, on a le plan des exigences, on a peut-être un plan de qualité. Donc une fois qu'on a le plan de qualité, on peut peut-être rajouter d'autres exigences. Donc il y a des allers-retours entre les différents plans. C'est pour ça que vous trouvez ici souvent en input de certains processus de planification d'autres plans. Lors de la première itération, peut-être qu'ils ne sont pas encore disponibles, mais avec les allers-retours, sans doute que ces documents seront déjà produits. Donc ici, on aura besoin forcément du plan de gestion des exigences. Donc, il est logique, c'est le plan que pour produire la documentation des exigences et la matrice de traçabilité, on a besoin du plan qui va nous indiquer comment on va générer cette documentation, quel modèle par exemple de matrice de traçabilité, comment on va la remplir, comment on va la classer, quelles sont les catégories, etc. On aura besoin aussi du plan de gestion du périmètre. C'est le plan qui va nous permettre un peu de dire comment on va délimiter le périmètre, comment on va l'évaluer, comment on va faire l'acceptance, et le plan d'engagement des parties prenantes. Pourquoi ce plan? Eh bien, parce que les parties prenantes sont une principale source des exigences. Alors, on aura peut-être besoin aussi du journal des hypothèses. Certaines hypothèses peuvent engendrer des exigences. On aura besoin du registre des retours d'expérience sur des projets passés peut-être, qui peuvent être similaires. Peut-être qu'on a extrait des exigences. Et ce registre peut nous aider à profiter de cette expérience. Le registre des parties prenantes, donc avec la liste des parties prenantes et leur influence, on peut aller directement chez les parties prenantes et les inviter à donner leurs attentes, leurs besoins et leurs exigences. Il se peut aussi qu'on ait besoin du document business si certaines informations ne sont pas assez détaillées dans la charte. Les contrats, c'est une des principales sources, les contrats, les accords, c'est une des principales sources des exigences. Et puis, on aura aussi besoin des facteurs liés à l'environnement et des actifs organisationnels. Alors, comment on va transformer ces données d'entrée en documentation d'exigence et matrice de traçabilité? On a besoin, bien sûr, de l'expert. On aura besoin de beaucoup d'outils et de techniques liés à la collecte des données. Forcément, on est en train de recueillir des exigences. Donc, on aura besoin de faire des brainstorming, des entretiens, des focus group. Focus group, je rappelle juste que on va sélectionner un groupe de parties prenantes par rapport à des spécificités. On va peut-être faire des questionnaires, des étalonnages. Tout ça, ça a été décidé lors de la phase de planification du périmètre. Donc, on avait décidé qu'on allait faire et utiliser ce type d'outils. Quand on a des documents, on doit les analyser. En termes de... On peut même avoir besoin de prendre des décisions. Il peut y avoir des critères qui sont peut-être contradictoires. Auquel cas, il faudra un vote sur le fait de rajouter des critères. Ou par exemple, pour rajouter des critères qui sont facultatifs, il nous faut peut-être un vote. Quand on n'est pas d'accord, bien sûr. Et on peut utiliser comme outil de prise de décision l'analyse décisionnelle multicritère. Ça veut dire qu'on va mettre dans un tableau plusieurs critères et on va pondérer les critères. À la fin, ça va donner une note globale. Ça va nous aider à décider. On peut utiliser aussi des outils de représentation de données, mais là je préfère en parler un peu dans les prochains slides. Et puis bien sûr, on aura aussi besoin de compétences interpersonnelles et d'équipe. Par exemple, des techniques de facilitation pour sortir avec un résultat,
des techniques d'observation et de discussion. Donc, on observe comment les parties prenantes sont en train de travailler pour en extraire des exigences. Ou on utilise la technique du groupe nominal. C'est ce qu'on va faire un peu, on va voir un peu tout à l'heure. On peut utiliser des prototypes. On met en place un prototype quand le besoin n'est pas bien compris. On peut mettre en place un prototype et en fonction du feedback, on va extraire des nouvelles fonctionnalités ou des exigences où on va affiner. Donc, quand la personne voit devant elle le prototype, donc c'est un outil qui va nous permettre d'extraire beaucoup de feedback au lieu d'aller directement construire un produit qui peut-être ne sera pas accepté par le client. Et on peut aussi faire des schémas contextuels de situation qui vont nous aider à discuter entre nous ou avec les parties prenantes. Alors, pour avoir ces outputs, il nous faut comme données d'entrée, comme on a dit, la charte, les plans de management du projet, liés à l'exigence, au périmètre bien sûr, et aux parties prenantes, étant donné qu'ils sont très impliqués dans ce processus. On aura besoin de documents de projet, des hypothèses, des retours d'expérience, et la liste des parties prenantes et leur influence, et peut-être le business case, et toute forme d'accord et de contrat. Bien évidemment, comme toujours, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels vont influer sur notre manière d'extraire et de représenter les exigences. Alors, parmi les outils et les techniques, le jugement à dire d'expert, peut-être l'expert qui va nous aider en termes de business analysis, ça veut dire comment traduire des besoins clients en fonctionnalité. Peut-être que l'expert va venir nous parler de projets similaires, de techniques de représentation graphique, de gestion de conflits, techniques de facilitation, et on va collecter beaucoup de données via brainstorming, via des entretiens, formels ou informels, en faisant des focus group sur des parties prenantes préqualifiées et des experts, en envoyant des questionnaires et des enquêtes. On peut même faire des étalonnages, ce sont des benchmarking, c'est-à-dire qu'on va comparer la façon de faire dans le même secteur, voire même dans des secteurs qui sont différents. On va extraire la façon de travailler d'autres secteurs, comment les autres font pour récolter des exigences, et on peut intégrer ça. Ça s'appelle le benchmarking, étalonnage. Alors, on peut faire aussi de l'analyse des données. On va analyser tous ces documents, tous les accords, contrats, processus, réglementations, pour en extraire des exigences, et on va prendre des décisions en votant, soit un vote à l'unanimité, à la majorité, à la pluralité. Ça veut dire là où il y a le plus de personnes, ou ça peut être autocratique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui écoute un peu les avis de tout le monde, et puis il tranche. Donc, il y a de la prise de décision qui peut aussi s'appuyer sur une analyse décisionnelle multicritère. On met sur un tableau plusieurs critères, on les pondère, ça donne une note globale et ça nous aide à décider. Ce sont des outils de représentation aussi de données. Alors, il est important aussi de noter qu'il peut y avoir des conflits de priorité. Beaucoup de chefs de projet trouvent des difficultés, ou des fois, il faut même escalader vers le management pour régler les conflits de priorité sur les exigences. Et généralement, pour régler les problèmes d'exigence, on revient soit au business case, parce que c'est le document qui a servi à lancer le projet, ou à la charte du projet, ou au project scope statement, s'il est disponible. C'est l'énoncé du périmètre, c'est là où il y a le détail des livrables et des critères d'acceptation, ou à toute autre contrainte du projet. On peut par exemple éliminer des exigences qui dépassent les contraintes en termes de budget. Et si les changements ne collent pas au business plan ou à la charte, ils devront être rejetés, ou sinon, il faudra une modification de la charte, après bien sûr l'approbation du sponsor. Et si le changement affecte les délais, il ne sera pas accepté tout simplement, sauf si le sponsor le voit autrement.
Alors, pour transformer ces données d'entrée, on aura besoin de représenter des données et on peut utiliser le diagramme d'affinité. Le diagramme d'affinité, ce n'est ni plus ni moins que de classer des données par affinité, par catégorie. On peut utiliser aussi les mind maps, appelées aussi cartes mentales. On met au centre, donc on met le sujet principal et on va vers une branche. Par exemple, ça peut être qu'est-ce qui va participer à une meilleure santé. Donc on met une branche, par exemple on met l'exercice. L'exercice va nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? On peut faire de l'aérobic, on peut faire de la musculation, on peut faire du jogging. Qu'est-ce qui peut nous aider à une meilleure santé? Un régime, ça va nous donner une meilleure silhouette. Donc on peut, comme ça, créer des arborescences et des sous-arborescences. Donc cet outil est très puissant. Durant une réunion, on peut mettre le sujet principal à développer et puis on peut aller et créer plusieurs sous-thèmes et chaque sous-thème peut englober d'autres thèmes et ça peut animer facilement une réunion où tout de suite à la fin on sort avec un PV. Ceci peut remplacer un PV et ceci peut se transformer en une liste de points via des outils de mind map. Donc le mind map va consolider sur une carte et va faire ressortir les points communs et les différences. Alors, comme outil et technique, on peut avoir besoin aussi des compétences interpersonnelles et d'équipe. La technique du groupe nominal. Ce n'est rien de plus que le brainstorming, plus un vote pour classer les idées. Donc, pour le groupe nominal, on va poser une question ou un problème au groupe. Chaque personne note ses idées par écrit. Après, dans un deuxième temps, le modérateur va écrire les idées sur un tableau. Et puis, chaque idée sera notée et examinée jusqu'à sa compréhension par tout le monde. Et puis, chaque membre vote en confidentialité et classe et note les idées de 1 à 5. On peut utiliser l'observation et les discussions. On va voir directement les personnes comment elles sont en train de travailler. Peut-être qu'on va extraire des exigences par rapport à leur façon de faire. On va observer. Donc, l'observation et la discussion permet d'extraire des exigences. On peut utiliser des techniques de facilitation, comme par exemple le fait de demander de rédiger l'exigence comme des user stories. Par exemple, en tant que je dois ça veut dire, je donne un exemple, en tant que comptable, je dois par exemple consolider les états financiers pour fournir par exemple un tableau de bord. Donc cette formulation, cette technique va aider les parties prenantes à formuler leurs besoins. On peut faire des prototypes et des schémas contextuels. Donc, on va juste représenter des processus, du matériel, on va dessiner sur un schéma l'ensemble du système, le produit, et ça va nous permettre de faciliter la discussion. Donc, pour résumer, le processus recueillir les exigences va nous donner documentation des exigences. Ça peut être une documentation très volumineuse. C'est surtout corrélé au nombre de parties prenantes. Moins il y a des parties prenantes, sans doute moins ce genre d'output sera volumineux. Et une matrice de traçabilité des exigences. Où est-ce qu'elle provient? Quel est son lien avec l'objectif? On peut même rajouter le critère d'acceptation de l'exigence. Comment on fait cela? On a besoin de la charte, de documents de management du projet, de certains documents et surtout des contrats et des accords. On a extrait beaucoup d'exigences. Alors, ces documents de sortie, bien sûr, vont faire partie des documents du projet. Donc, tout ça va être fait grâce à la collecte de données, l'analyse des données et puis
une prise de décision pour classer et éliminer certains critères qui ne collent pas avec la charte ou avec le business plan. On va représenter aussi beaucoup de données pour faciliter la discussion.